À l'heure où, sous l'effet des technologies numériques, la technique connaît des développements planétaires inédits, il est temps pour la philosophie d'achever à son tour la prise de conscience en acceptant la culture technique comme un dehors qui peut instruire son dedans, au même titre que la culture artistique ou la culture scientifique. Il est temps de lever le refoulement de la culture technique par l'inconscient philosophique. Ça, c'est votre profession de foi, si j'ose dire, Stéphane Vial, dans ce livre, c'est votre intention. Dans ce livre remarquable, hein, L'être et l'écran, limpide, exigeant, vraiment c'est un très bon livre qu'on lit sans difficulté et avec plaisir et le sentiment de s'instruire. Mais cela dit, vous êtes gonflé quand même parce que des philosophes techniques ou techniciens, il y en a plein. Aristote, Leibniz, Descartes, les encyclopédistes. Dictionnaire raisonné des arts et des métiers, des sciences et des métiers. Auguste Comte, bien sûr, Heidegger, Jacques Ellul, Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, si c'est pas la parole d'un technophile, ça. Alors, c'est vrai que la technique n'est pas un sujet qui a été absent de l'histoire de la philosophie. Vous venez de le rappeler, la technique est présente dans l'histoire de la philosophie depuis le début. Mais, j'espère que vous en conviendrez, elle est présente comme un sujet accessoire, secondaire. Généralement, la science a meilleure place. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. On peut se demander si finalement c'est la science ou la technique, mais là on entre justement dans cette subtilité qui fait qu'elles sont souvent unies. Donc effectivement, la technique est un sujet philosophique, mais très rares au fond sont les philosophies qui en ont fait le sujet central. Et je crois qu'en faire le sujet central, ça permet d'aborder un certain nombre de problématiques différemment. Il y a tout de même des philosophes comme Simondon. C'est vrai que j'ai pas cité Simondon, j'aurais dû. Non, mais... Du mode d'existence des objets techniques. Hein. Exactement, on peut l'ajouter à la liste. On peut citer aussi Jacques Ellul au XXe siècle, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs outre-Atlantique. Donc il y a des philosophes qui en ont fait un sujet, mais étrangement, ce ne sont pas ceux qu'on étudie le plus dans les amphithéâtres. Et là où vous avez raison, enfin manifestement, c'est qu'il est vrai qu'on a le sentiment, mais c'est presque intuitif, d'une sorte de technophobie latente, ou le sentiment qu'en définitive, la technique ne doit pas avoir le fin mot de l'histoire dans une analyse philosophique du monde, dans un regard philosophique porté sur le monde, et qu'au fond, la philosophie est une façon comme une autre de mettre à la fois la raison au centre de sa démarche, pour une certaine partie des philosophes, un certain nombre d'entre eux, mais en même temps de mettre la technique un tout petit peu à la marge. C'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'il faut interpréter l'introduction là, que vous avez citée. Effectivement, la mettre à la marge, il ne faut pas qu'elle ait le fin mot ou le dernier mot. C'est pour ça que souvent, on s'arrange pour qu'elle n'ait pas le premier mot. Et elle arrive après, pendant, mais on ne commence pas avec elle, on ne termine pas avec elle, comme si elle avait au fond une certaine indignité. Et d'autres, on peut en encore ajouter d'autres philosophes à la liste. François Dagonier, par exemple, l'a souvent dit en montrant comment notre culture philosophique en Occident dévalorisait, au fond, la technique comme un vulgaire assemblage de matière. Edith Dagonier, il en parle lui-même d'ailleurs. Dans son discours sur les sciences et les arts, Jean-Jacques Rousseau pose au XVIIIe siècle un diagnostic terrible, puisque le XXe siècle lui a donné raison, qui est que le développement des sciences ou le développement des techniques le progrès technique n'est en aucun cas un progrès moral. Que l'homme peut exceller dans la technique et être aussi monstrueux qu'il n'a jamais cessé de l'être. À vrai dire, peut-être que Rousseau mettait plus l'accent encore sur les sciences et les arts, sans lui aussi mettre la technique au centre de son propos, mais c'est vrai qu'elle y était présente. Donc je crois que c'est ça qui motive ou qui démotive les philosophes dans leur approche de la technique, c'est qu'au fond, ils en reconnaissent l'importance, ils voient bien qu'elle est au cœur des opérations du quotidien, y compris des opérations que nous sommes en train de vivre ici ensemble. Ça, c'est sûr. Mais paradoxalement, elle est au cœur des opérations, mais elle n'est pas au centre des discours. Et ça ne peut que nous interroger, en particulier à l'époque actuelle, où les technologies numériques, on va en reparler, sont quand même au cœur de tout. Ce n'est pas par elle que nous allons commencer, mais presque. Pluie, vapeur et vitesse. Sublime tableau de Turner. Sublime tableau
qui vaudrait de dire, et d'ailleurs vous le dites vous-même, qu'au fond, comme le disait Oscar Wilde, c'est la nature qui imite l'art, plus que l'art qui imite la nature. Écoutez Oscar Wilde, écoutons-le, regarder une chose et la voir sont deux actes très différents. On ne voit quelque chose que si l'on en voit la beauté, alors et alors seulement elle vient à l'existence. À présent, les gens voient des brouillards, non parce qu'il y en a, mais parce que des poètes et des peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu exister pendant des siècles à Londres, j'ose même dire qu'il y en eut, mais personne ne les a vus et ainsi nous ne savons rien d'eux. Ils n'existèrent qu'au jour où l'art les inventa. En d'autres termes, l'art, en l'occurrence l'art au sens, j'allais dire, noble du terme, informe notre regard plus que l'inverse. Et ça, c'est un postulat nécessaire à une philosophie de la technique. Oui, j'aime bien le choix que vous venez de faire du mot « informe », parce que l'idée que l'art informe notre regard, il y a l'idée que l'art donne forme à notre regard, qu'il le forme au sens même de la formation éducative. Et je crois qu'il y a ça dans Oscar Wilde, qu'on retrouve après chez d'autres auteurs. Mais l'idée qu'effectivement, notre œil, donc notre faculté de percevoir, ici c'est sur le plan principalement visuel, mais on peut l'étendre à tous les sens, notre faculté de percevoir, elle est formée par les arts avec lesquels nous avons été formés, nous avons grandi, été éduqués, et par conséquent notre perception est influencée par des facteurs techniques, ou plutôt ici, parce que là, on n'est pas encore dans le propre de la technique, mais des facteurs artistiques et culturels. C'est le terme culturel que je voulais plutôt employer, pour dire que voilà, la perception, c'est pas seulement un acte biologique ou neurobiologique, c'est pas seulement un acte psychologique. C'est aussi une décision. C'est aussi, en effet, une décision qui émane de la culture. Une décision du regard. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un brouillard de la même façon quand on a vu ce tableau, quand on est élevé à regarder des tableaux comme cela, ou comme celui-là, on ne voit plus ensuite un brouillard de la même façon. On ne voit pas un brouillard de la même façon au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. C'est ce que vous dites. Et en effet, dans ce texte d'Oscar Wilde que vous citiez, ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute l'idée que nous comparons les brouillards de la nature à des tableaux. Oh, ce matin, il y a une atmosphère qui ressemble à un coraux. Et c'est en ce sens, comme vous le disiez très bien, que c'est plutôt la nature qui imite l'art que l'inverse. Mais donc, voilà, je crois que c'est une première façon de faire comprendre que l'acte de percevoir, il n'est pas seulement une disposition du sujet. Spontané. Ce n'est pas seulement spontané et naturel, c'est effectivement quelque chose qui est culturellement influencé, conditionné, formé, comme vous l'avez dit. C'est le personnage de Swann dans La Recherche du temps perdu qui, quand il voit quelqu'un, voit immédiatement le tableau auquel cette personne ressemble. Alors il voit Bloch, il dit « Ah, mais ce type qui ressemble tellement au Mahomet II de Bellini, et ainsi de suite, c'est celui qui ne voit que des tableaux. » Ce qui n'est pas une façon de fuir dans l'art, ce qui est au contraire une façon d'être attentif au carré, à la réalité qu'on a sous les yeux. Exactement. La comparer à un tableau, ça n'est pas lui tourner le dos. Oui, comme si l'art permettait de faire ressortir le réel dans ses traits les plus distinctifs. C'est ici qu'il faut faire apparaître un mot, Stéphane Vial, dont vous faites grand usage et usage fécond dans ce livre, qui est le mot de ontophanie, dont il faut d'ailleurs rappeler l'étymologie, parce qu'elle est importante et elle est claire. L'ontophanie, littéralement, c'est l'apparition de l'être. Exactement. La façon dont l'être nous apparaît. Oui, ce terme, à vrai dire, m'est venu spontanément par habitude de manier l'étymologie. Vous l'aviez trouvé quelque part? Vous l'avez Pas au début. J'ai cherché à le trouver après pour lui donner une origine historique. Ouais. Et je l'ai trouvé employé dans quelques pages, à vrai dire, en nombre restreint, chez Mircea Eliade dans Le Sacré et le Profane, où il parle beaucoup de hiérophanie, de manifestation du sacré. Exactement. Et où il évoque brièvement, mais sans en faire un concept, le terme d'ontophanie, de manifestation de l'être. Mais là, je reconstruis, puisque ça m'est venu dans l'autre sens. Et effectivement, bon, peu importe, mais c'est un terme qu'il m'est utile d'employer pour qualifier ce processus bien connu de la phénoménologie, qui est la manière dont les autres phaino apparaissent, nous apparaissent, c'est-à-dire se présentent à notre conscience, se présentent à nous. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre l'ontophanie technique, ou la manière plutôt dont la technique joue un rôle dans toute ontophanie, c'est-à-dire... Dans notre perception. Exactement, dans la manière dont nous percevons les choses. Quel est le rôle de la technique dans la manière dont les choses nous apparaissent? On a vu donc à quel point l'art pouvait modifier notre perception avec le tableau de Turner. Nous voici devant 3 types d'ontophanie, c'est vous qui les citez. On a ici une vieille dame avec son rouet, d'ailleurs...
voici le rouet lui-même. Hein. On a ici... alors, c'est ce que vous appelez l'ontophanie? Alors, j'emprunte ce terme à ça. Lewis Mumford. J'appelle ça l'ontophanie éotechnique. Éotechnique. Voilà. Ici, ontophanie mécanique, mécanisée. Voilà. C'est-à-dire, c'est une usine de charbon dans le Pays de Galles, au XIXe siècle. Et puis, on a l'ontophanie numérique, celle de l'ordinateur ou de la tablette. Quelques mots sur ces trois temps, parce que vous avez une perception historique des choses, du coup, puisque vous considérez que notre regard est tributaire de ce que nous avons sous la main, des inventions dont nous disposons. On ne voit pas les choses de la même façon, on voit les mêmes choses, mais pas de la même façon, selon qu'on est avec madame, avec messieurs, ou bien avec X. N'est-ce pas? Oui. OS. Écoutez, c'est très intéressant, effectivement, ces images et ces objets, parce qu'il ne s'agit pas, au fond, de s'arrêter sur les objets, mais de comprendre comment leur présence affecte la manière dont le monde nous est présent, la manière dont il nous apparaît. Et l'ontophanie, c'est justement un terme qui permet de désigner de manière très brève et pratique cette idée. Donc, éotechnique, ça se réfère à une époque où les techniques sont principalement faites de mécanismes de bois. Elles utilisent la force de l'eau ou la force manuelle. Elles sont peu intrusives. Le bois, c'est un matériau naturel. On se sent en continuité charnelle avec cet environnement. Bon. De fait, cette photo a été prise au milieu d'une forêt où se trouve le bois dont a été fait probablement Exactement. le rouet dont elle se sert. Et donc, dans une image comme ça, dans une scène comme celle-ci, on voit bien que la technique ne peut pas être vécue comme quelque chose de violent, intrusif. On voit qu'il y a une continuité. Bon. Donc ça, on va dire que ce sont les éléments fondamentaux de cette ontophanie éotechnique, c'est-à-dire le monde nous apparaît en étant influencé par la présence d'objets faits de mécanismes de bois et d'eau. Et donc, notre faculté de percevoir est habituée à des perceptions qui émanent des qualités perceptives du bois et de l'eau. Et donc, nous trouvons dans une époque comme celle-ci, en quelque sorte plongés dans une espèce de bain techno-perceptif qui a une qualité particulière. C'est ça l'idée de l'ontophanie, c'est qu'il y a une qualité perceptive particulière à dans la manière dont le monde nous apparaît. Et en quoi la qualité perceptive de l'époque désignée par cette image se distingue de la qualité perceptive de l'époque, c'est-à-dire ici la révolution industrielle, que montre cette image chaotique et ce vacarme silencieux d'une usine de charbon dans le Pays de Galles, d'une mine de charbon dans le Pays de Galles, pas une usine? Eh bien, la première révolution industrielle, comme vous la citez, c'est quoi? C'est la machine à vapeur. Il semble qu'on en voit ici la violence et la puissance. Le métal, il est très présent dans cette image. Et le charbon, c'est une mine. Et donc, ici, on est bien sûr sur un site de travail, mais on retrouve le métal et la vapeur et le charbon aussi dans d'autres circonstances, comme dans le chemin de fer, qui porte bien son nom, ou dans les boîtes de conserve, qui se développent à la même époque. Et donc, ce qu'il faut simplement comprendre par rapport à la précédente image, c'est que là, la faculté de percevoir qui est la nôtre, elle est frappée par des perceptions de qualité différentes parce que le métal c'est froid, c'est pas chaud et charnel comme le bois. Là, on a justement un sentiment de rupture charnelle avec le milieu technique. Le contact prolongé du corps avec le métal, permettez-moi de vous interrompre pour vous lire. Le contact prolongé du corps avec le métal, matériau froid et inerte, provoque un sentiment d'inquiétante étrangeté et rend ces longues heures de travail dépersonnalisantes. Voilà. Ce qui n'est effectivement pas le cas. Non. Ici. Et là, on a un sentiment, effectivement, d'une espèce d'osmose entre l'homme, pour le coup, ici, la femme et la technique, alors que là, on perçoit une violence qui a déjà été, d'ailleurs, assez bien décrite, par exemple, par Zola dans Germinal ou ailleurs. Donc, l'ontophanie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ces hommes qui travaillent là, toute la journée, leurs perceptions sont frappées par ces qualités perceptives-là, froideur, du métal, etc. Et que, par conséquent, lorsqu'ils ne sont plus là, et qu'ils sont ailleurs, dans un champ ou ailleurs, ou avec leurs amis, leur faculté de percevoir est encore grosse, si j'ose dire, de ce dont elle a été frappée. Et que par conséquent, ils vivent dans un environnement techno-perceptif différent des hommes et des femmes de l'époque précédente. Et par conséquent, la manière dont le monde se donne à nous, dont nous le percevons, dont il nous apparaît, est donc bien influencée culturellement par des facteurs techniques, puisque ce monde ne se donne pas à nous avec les mêmes qualités sensibles. Nos cinq sens ne sont pas l'alpha et l'oméga de la perception. Encore faut-il savoir qu'ils sont éduqués ou informés ou orientés
par la façon que nous avons de vivre ou de travailler. En ajoutant que les 5 sens ne sont que le premier degré de cette perception, dans la mesure où le second en est la conscience, dans laquelle elle s'intègre. Et donc la conscience du monde et la conscience même de soi dans le monde à ces époques-là n'est pas de même nature ou qualité. Au fond, c'est ce que dit la thèse de l'ontophanie. Et que toute ontophanie, c'est-à-dire tout processus d'apparition, est structuré par des facteurs techniques, historiques, culturels, datés de mon époque. Okay, mais qu'est-ce qui change avec ça, alors? L'ontophanie numérisée. D'ailleurs, il faudrait même opérer une distinction à l'intérieur de l'ontophanie numérisée, puisqu'on a là un ordinateur de bureau qui a un certain âge, pas non plus moribond, mais enfin bon, il date un peu, avec un fond d'écran magnifique, un ordinateur de bureau donc qui a un certain âge, et une tablette plus jeune, plus récente. Est-ce qu'à l'intérieur même de l'ontophanie numérisée, il y aurait une division à faire, une nuance à apporter entre ces deux outils? Peut-être. Peut-être qu'on peut procéder en 2 temps, peut-être déjà souligner ce qu'ils ont de commun, c'est-à-dire qu'effectivement, on a là des objets, des artefacts qui déclenchent en nous des perceptions de nature différente. Nous ne sommes plus à l'époque éotechnique ou à l'époque mécanisée. Et donc là, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons, c'est un écran, c'est lumineux, les deux sont lumineux, donc c'est extrêmement visuel. On sait d'ailleurs parfois les problèmes que ça peut nous poser lorsque nous sommes exposés trop longtemps à ces écrans. Alors, là où il se distingue, c'est que le premier est un ordinateur dit de bureau, donc il nous oblige à une station assise, généralement à l'intérieur d'un cadre bâti, etc. Et puis, l'autre, en revanche, on le sait, nous facilite les usages nomades. On peut s'en servir allongé dans l'herbe dans un parc, on peut se promener avec, on l'emmène avec soi, etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça change, ça, en termes de perception, d'ailleurs? En quoi ça altère la perception? Si vous voulez, c'est peut-être plutôt du côté des usages, mais il va y avoir une relation entre la perception et les usages. Mais du côté des usages, tout simplement, je ne fais pas la même expérience du monde, c'est-à-dire de moi, des autres et de ceux qui m'entourent, lorsque je suis rivé sur l'écran de l'ordinateur de bureau à l'intérieur, et lorsque je peux, à l'inverse, me promener un peu partout, y compris à l'air libre, y compris au contact du ciel et de la nature, pourquoi pas, avec ma tablette. Mais là, ce qu'on retiendra pour faire le lien avec les autres images, c'est que dans les 2 cas, l'ontophanie numérique, c'est l'idée que les hommes et les femmes de notre époque vivent dans un environnement techno-perceptif différent. Ils vivent dans une sorte de bain perceptif différent parce qu'ils reçoivent des perceptions majoritairement conditionnées par ces artefacts-là qui sont partout à tout instant. Et c'est ça qui fait que la qualité sensible de l'ontophanie contemporaine est différente. Est-ce que le fait, par exemple, de se servir de son téléphone portable à tout bout de champ, d'interposer entre soi-même et un spectacle un téléphone portable destiné à filmer le spectacle, et donc de ne plus voir le spectacle qu'à travers le filtre du téléphone portable qui est censé en garder une trace et dispenser par là même la mémoire du moindre effort, est-ce que cela est un des éléments de l'altération de notre perception par l'ontophanie numérique? Le fait qu'on ne peut plus rien faire sans avoir son téléphone portable immédiatement, qui le filme, qui le regarde, comme un œil de plus, qui est peut-être un œil de moins d'ailleurs. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Je vais reprendre le mot que vous venez d'employer, altération. Oui, altération, parce que ça signifie que quelque chose est modifié sur le plan qualitatif. Mais la question, et là, les 2 voies sont ouvertes et je les laisserai ouvertes. C'est vous, ça? Je crois que c'est moi, en effet. Ah oui. C'est vous et c'est moi. C'est quand même fou, ces objets. Ouais. C'est quand même fou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une invasion. On peut le vivre aussi de façon invasive. L'avantage d'un téléphone portable, c'est qu'il permet de se parler sans se voir. Ce que j'allais quand même dire à propos de ces objets, c'est que quand nous filmons ce qui nous entoure grâce à eux, la question est de savoir, option 1, si on considère qu'ils nous empêchent de voir et de percevoir le monde tel qu'il est parce que nous mettons cet écran entre le monde et nous, ou si à l'inverse, nous ne portons pas une attention plus grande au monde qui est devant nous ou qui nous entoure, précisément parce que nous l'utilisons. Et c'est en cela que ces petits objets sont, comme tous les artefacts en général, ce que j'appelle des matrices ontophaniques, c'est qu'ils structurent la manière dont nous percevons. Alors vous dites se parler sans se voir. Effectivement, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, et même récente, que des artefacts, des objets techniques, structurent et conditionnent notre manière de percevoir. Au début du téléphone, avant celui-ci, le fameux smartphone, au début du téléphone, les années 1890, j'ai retrouvé, je le cite dans le livre, un témoignage qui souligne combien l'arrivée du téléphone dans les foyers était perturbante sur le plan perceptif. Se parler sans se voir, ce sont les propos de la grand-mère de la comtesse de Panche qui se souvient dans son enfance que la grand-mère ne voulait pas utiliser le téléphone. Parce qu'elle détestait, c'est celle qui dit ça, cette manière de se parler sans se voir. Jamais avant le téléphone, on avait eu la voix humaine
dans ses qualités perceptives, sans le face-à-face visuel. Vous connaissez ce passage de La Recherche du temps perdu où le narrateur, entendant la voix d'Albertine, voit immédiatement son visage. Ainsi dit-il, alors il dit ceci, sa voix était comme celle, Marcel Proust, hein, on est au début du XXe siècle, sa voix, donc la voix d'Albertine, était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir, dans le son se découpait nettement l'image visuelle. Et c'est ainsi que Skype a été inventé par notre meilleur écrivain. Je connaissais ce passage que j'aurais pu d'ailleurs citer dans l'ouvrage. Phototéléphone de l'avenir. Mais effectivement, ce qui est fascinant, c'est la manière dont... Mais vous savez, c'est arrivé avec le cinéma. On raconte que lors de la première projection du train entrant en gare de la Ciotat des Frères Lumière, le public s'est levé croyant que le train entrait dans la salle. Donc on voit bien qu'il y a là, dans les artefacts qui médiatisent notre rapport à notre environnement, plus qu'une simple question d'outillage. Souvent on réduit la question à l'instrument, à l'outil. On parlait du fait tout à l'heure que les philosophes la marginalisent, parce que souvent ils ont tendance à la concevoir comme un simple instrument. Et moi j'essaie de montrer qu'elle est une structure perceptive, qu'elle est déjà inscrite en nous et dans notre relation à notre culture, comme une structure qui conditionne notre manière de percevoir. Juste encore un mot sur cette histoire de Skype et de Marcel Proust, parce que ça me trouble, avant d'en venir au maître d'œuvre, c'est-à-dire Gaston Bachelard, dont la photo si belle orne notre décor pour aujourd'hui. Il a l'intuition, il voit un visage quand il entend une voix, mais sa perception n'était pas informée par la technique. C'est parce qu'il a lu Baudelaire, c'est parce qu'il connaît les synesthésies baudelairiennes, c'est parce qu'il sait que les parfums, les couleurs et les sons se répondent peut-être, qu'il a l'intuition d'un processus technique qui donnera le jour ensuite à ce genre de messagerie ou à ce genre de moyen de communication. Ça s'est fait à l'inverse, là. Et oui, mais c'est difficile parfois de savoir par quel côté ça commence. Mais ce que j'essaie, moi, de montrer, c'est que justement, ça se co-construit. Et que notre faculté de percevoir... C'est pas parce que la nature imite l'art que l'art n'imite pas la nature. Exactement. Il n'y a pas à choisir entre les deux comme dans une exclusive ou une alternative. C'est ça. On voulait terminer cette émission, peut-être en forme presque d'hommage, par la mention d'un merveilleux philosophe qui était à part égale et à part entière, deux fois, épistémologue et poète, Gaston Bachelard, et dont les textes, certains textes, les plus scientifiques d'entre eux en l'occurrence, ont joué une grande importance dans la formation de votre propre esprit. C'est d'une certaine façon l'arrière-fond technique qui a éduqué votre propre regard. Oui, c'est d'ailleurs en hommage à son travail que l'un des premiers chapitres du livre a un titre qui dit « Le nouvel esprit technologique ». Oui, puisqu'il a écrit « Le nouvel esprit scientifique ». Et j'essaye, avec d'autres, de faire valoir cette idée qu'il pourrait y avoir un nouvel esprit technologique. Mais effectivement, ce qui est intéressant chez Bachelard, vous avez bien fait de parler de philosophe merveilleux, puisque c'est à la fois le philosophe de l'espace, de la flamme d'une chandelle, de l'eau et les rêves, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à retrouver ce merveilleux dans l'esprit scientifique, sous la forme de l'imaginaire du scientifique, ce qui n'est pas tout à fait le biais par lequel je me suis intéressé à son travail. Moi, je me suis intéressé à ce mot de phénoménotechnique. Alors, comment ça s'est fait ? Vous avez 2 minutes pour nous raconter comment Bachelard a éduqué votre propre regard. C'est très simple. J'avais eu la chance d'être formé à son travail lors de mes études, et j'ai repris un certain nombre de ses textes, et j'ai cherché toutes les occurrences du terme phénoménotechnique. Par lequel il entend quoi ? Il entend l'idée que dans la science, les phénomènes ne commencent que lorsqu'on branche les appareils. Si vous voulez étudier les phénomènes microphysiques, par exemple dans un accélérateur de particules, il y a des phénomènes, mais on ne peut pas les observer parce que les particules, elles ne poussent pas dans le jardin. Il faut construire un accélérateur de particules, il faut construire une technique pour faire apparaître pour faire apparaître le phénomène scientifique de l'atome et des particules du noyau atomique surtout. Et c'est ça qui est intéressant chez Bachelard, c'est comment il a montré que la technique dans l'activité scientifique avait un rôle constructeur, c'est-à-dire qu'elle construit les phénomènes. Sans les appareils, les scientifiques ne peuvent rien montrer et ne peuvent rien faire apparaître. En d'autres termes, pour Bachelard, alors que l'abstraction est perçue bien souvent comme une fuite hors du monde, l'abstraction est chez lui le témoignage qu'on s'enfonce davantage dans la réalité ou dans le singulier. C'est une grande valeur ajoutée de son système, ça. Absolument, et j'aime beaucoup cette idée chez lui qu'effectivement, on ne peut pas séparer l'échelle du noumen, comme il dit en reprenant un bon vieux terme de Kant, et l'échelle du phénomène. Et ce qui se passe à l'échelle du noumen, seules les mathématiques qui accèdent... C'est-à-dire de l'inconnaissable, l'imperceptible, l'inconnaissable. L'imperceptible, absolument. Et que ce qui rend perceptible le noumen scientifique, c'est justement la technique qui permet de le transformer en phénomène. Et c'est ça qui m'a conduit à l'idée d'antophanie.
Gaston Bachelard. Merci, Gaston Bachelard. Merci Gaston Bachelard, absolument poète, technicien, scientifique, philosophe, merveilleux philosophe. Et merci Stéphane. Lisez Stéphane Vial, L'être et l'écran. Et lisez Gaston Bachelard. Lisez-le avant ou après? Dans l'ordre que vous voudrez. Dans Ça l'ordre se que vous co-construit. voudrez. Ça se co-construit. Merci Raphaël. Merci à vous. Thank you.